Bonjour à tous. Voilà, petit message rapide pour vous dire que l'épisode est un peu plus long que d'habitude parce que j'ai trouvé dommage de couper une partie de ce podcast et cette émission tant elle était intéressante à mes yeux et j'espère qu'elle le sera pour vous également. Et la deuxième chose, c'est que je vous demanderai de rester le plus longtemps possible, en tout cas jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, une annonce assez importante qui va se faire. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite. Donc on a parlé juste avant de l'impro scolaire, de ce que ça représentait pour vous. Non, ça représente. On n'en a pas parlé justement. La question. C'est une, c'est une belle transition, je trouve. L'impro vous appartient. Quand l'improvisation s'invite chez vous. Animé par Arthur Palumbo. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 7e épisode de L'impro vous appartient. L'émission parlera de l'impro sous toutes ses coutures. Et aujourd'hui, on va évoquer l'impro en milieu scolaire avec mes deux invités aujourd'hui, Bertrand Nicolier. Bonjour Bertrand. Bonjour Arthur. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir, merci de l'invitation. Également avec nous, Samuel Dufour est avec nous. Bonsoir Samuel. Bonsoir Arthur et bonsoir Bertrand et merci beaucoup pour l'invitation. Ben, je t'en prie. Et également avec nous, Olivier, qui sera là. Salut Olivier. Salut Arthur. Donc on l'a évoqué juste avant, on va parler d'improvisation dans le milieu scolaire. Déjà pour expliquer à nos auditeurs, Bertrand, tu es dans le canton de Vaud, et donc du Oui. coup l'improvisation en scolaire, c'est relativement différent de ce qui se fait en France, notamment au niveau des collèges, il me semble, c'est ça? Alors ça j'en sais rien vu que je sais pas comment ça se passe en France. Mais oui, effectivement, dans le canton de Vaud, donc un des cantons suisses romans, en fait, là, il y en a beaucoup de collèges dans lesquels l'improvisation se pratique sous forme de cours facultatifs. Donc dans le cursus scolaire des enfants, ils ont la possibilité de s'inscrire à des cours d'improvisation. Et donc ton métier au sein de l'association vaudoise de ligue d'impro, l'AVLI, c'est justement de mettre en place des ligues scolaires, si j'ai bien compris? Alors, ouais, c'est mon rôle au comité. Je suis responsable de la ligue écolière, on appelle ça comme ça. Et mais pas enfin, c'est pas mon métier, c'est une association. Donc mon vrai métier, je suis enseignant à côté et je suis un peu comédien aussi, donc ça me permet de faire les liens, entre les 2 justement. D'accord. Et quant à toi, Samuel, tu es instituteur à L'Île-sur-le-Doubs et organises régulièrement des matchs d'improvisation en milieu scolaire avec différents élèves. Ils ont quel âge les élèves qui font le match d'impro Eh bien, moi j'ai des CM2, donc ils ont 10 ans, 10-11 ans à peu près. Et donc c'est rigolo parce que Bertrand, lui, il il l'organise de manière facultative. Moi, ils n'ont pas le choix dans ma classe, c'est de manière obligatoire parce que, parce que C'est c'est beau les élèves ça. que j'ai dans la classe. Et puis on le développe avec des collègues qui pour l'occasion sont pas improvisateurs et qui ont accepté de se lancer aussi dans l'aventure. Et on fait des rencontres, on fait une sorte de mini tournoi à nous, et puis on essaye d'organiser une rencontre après devant d'autres classes pour un peu montrer ce qu'on fait avec nos élèves, pour montrer notre pratique. Mais avant tout, avant le spectacle, il y a évidemment la préparation. Comment on se prépare, Bertrand, comment on prépare les élèves à ça justement, au match ils sont volontaires du coup, vu qu'ils sont succès des cours facultatifs? Ils sont de tout âge aussi, les élèves qui Ouais, viennent ou... ouais, ouais. Alors en fait, on a 2, enfin on a une sous-ligue dans la ligue écolière qu'on appelle la ligue Poussin, dans le canton de Vaud, qui regroupe en fait les enfants de moins de 11 ans, en gros. Chez nous, on appelle ça la 8e année Armos, donc ça doit correspondre, en France à quelque chose comme, le CP, CM1, je sais pas, un truc comme Ils ça. ont, ils ont quel âge, tu dis, Ils ont 11 ans, les plus vieux ont 11 ans. ouais, donc CM2, CM2, voilà, très bien. juste avant le Et donc collège. CM2 est plus jeune, c'est la Ligue Poussin. Et puis sinon, on a la Ligue écolière qui va donc des 12 à 15 ans. Et puis alors, comment on se prépare? Ben, tout dépend de leur âge, mais c'est clair que c'est avant tout souvent des bases de théâtre, une approche de la scène, une approche du plateau, une approche du corps, de la voix, et tout ce genre de choses qui leur permettent d'avoir des outils petit à petit pour pouvoir jouer face à un public. Et donc Samuel, en tant qu'Instit, est-ce que tu retrouves les mêmes choses que ce que dit Bertrand ou tu as une approche assez différente?
Alors, complètement, je retrouve complètement par rapport à la préparation pour un match. C'est-à-dire que si on veut mettre des élèves, sur scène et ben, il va falloir énormément insister sur la voix, sur le corporel et cetera. Mais la différence, c'est que moi, je l'utilise aussi beaucoup en ce qui se dit beaucoup maintenant en impro appliquée, c'est-à-dire qu'on utilise les capacités de l'impro pour apprendre des choses à l'école. Et donc, notamment, moi, Oui. je vais beaucoup insister sur le collectif, parce qu'en fait, finalement, il y a quelques élèves qui vont participer au spectacle final, mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est tout ce qu'ils auront vécu avant en atelier et ça, c'est un apport, considérable. Ah oui, c'est sûr que c'est une magnifique école, du vivre ensemble aussi, Mmh. heu Bien sûr. et mélanger les âges, mélanger les univers, ça permet clairement de travailler ça. Mmh. Et oui, et je sais pas si toi, tu organises des rencontres, Bertrand, mais c'est vrai que heu l'impro et on le sait quand on le pratique après en étant adulte, quand on rencontre d'autres équipes, c'est vraiment facile de se rencontrer et pour les élèves, voir d'autres, élèves improviser, connaître, de manière différente soit les gens de son école, soit les gens de sa classe, ça c'est une vraie richesse. Alors oui, on organise bon, c'est en fait, on fait des rencontres intercollégiales dans le cadre de l'association vaudoise des ligues Mmh. d'improvisation, justement, l'AVLI. Et alors oui, ils ont, entre 2, 3, 4 spectacles par an, devant du public. Et oui. Donc c'est sûr, ça bon, ces temps un peu moins, je dois t'avouer, parce que ça fait On se ça demande fait un pourquoi. an qu'on n'a pas pu faire de spectacle malheureusement, donc ça on voit que c'est un manque aussi. On essaie de trouver des parades et puis faire des choses un petit peu à l'interne, mais ça remplace pas évidemment, un public extérieur, le trac que ça génère, mais aussi, les émotions, les expériences que ça permet d'avoir après. C'est la question que j'allais justement vous poser. Dans quel milieu vous organisez justement les représentations? Est-ce que, Samuel, tu le fais, dans une salle de classe? Est-ce que tu le fais dans la cour? Est-ce que tu prends carrément une salle, pour le faire? Et qu'est-ce que ça change le lieu dans lequel tu joues? Alors, bah, c'est très, très important et je pense que les enfants ont besoin qu'il y ait un grand cadre et qu'il y ait une grosse organisation autour d'eux parce que, alors je pense que Bertrand, lui, il va les suivre pendant plusieurs années. Moi, ils ont que 1 an d'impro. Donc c'est peu, 1 an d'impro, ils sont jeunes, c'est pas facile de jouer devant les autres, donc ils ont besoin d'un gros encadrement. Donc j'organise le spectacle de fin d'année, je veux qu'il y ait, la super structure du match avec, voilà, avec un arbitre, qui s'y connaît, avec un MC qui s'y connaît, dans une belle salle et tout. Et donc le pari à chaque fois, c'est, ben, de trouver une belle salle de spectacle qui puisse les accueillir à ce moment-là et dans laquelle on va pouvoir jouer devant d'autres élèves. Donc jusqu'à présent, on allait à la salle de Montbéliard, la salle Jules Verne, où on était super bien accueillis. Donc il y a une magnifique salle de spectacle avec super éclairage, on faisait venir une patinoire, etc. Et ça, c'est important parce que on le sait, hein, au bout d'un an d'impro, c'est pas non plus le meilleur spectacle qu'on va avoir. Par contre, si on a un cadre, on est capable de proposer un spectacle de qualité. Bertrand, est-ce que c'est différent pour toi? C'est la même chose? Est-ce que vous jouez dans une salle ou dans un lieu, en spécial, vu que c'est des scolaires? Alors, ben, nous, en fait, on est affiliés, en tant qu'équipe, d'improvisation à l'AVLI, donc à l'Association vaudoise des ligues d'improvisation, qui, elle, organise un championnat dans une salle, mythique à Lausanne, le Casar, où tout est en place. Donc, il y a patinoire, staff arbitral, musicien et c'est vraiment le même lieu où les écoliers jouent au même endroit que joueraient, les juniors ou Super. ce qu'on appelle la liga, donc les adultes, voire même quand on fait des matchs professionnels. Donc, il y a vraiment un lieu qui est consacré à ça et donc c'est plus simple pour nous aussi en termes d'organisation, de tout organiser au même endroit, ça c'est sûr. Mhm. Par contre, ça nous arrive aussi de faire des rencontres, intercollégiales ou faire des spectacles au sein du collège. Puis dans ce cas-là, on va peut-être plutôt s'éloigner du match et faire du concept d'improvisation parce que pour des questions logistiques, c'est compliqué parfois de ramener une patinoire, dans un collège. C'est quoi enfin et ça leur permet de jouer autre chose aussi, de faire voilà, de tenter des longues formes, tenter, des choses qu'on a moins l'habitude de voir sur du format court. Donc on essaye un petit peu de se diversifier. Mais c'est vrai qu'on les a, genre pour certains, on les a 5 ans, en formation. Donc, ils ont une solidité qui nous permet peut-être faire plus de choses que c'est clair que si on a juste le résultat d'un an de travail avec des enfants parfois,
bah, voilà, le match, c'est super parce que c'est hyper cadrant et puis ça permet de faire plein de petits échantillons de plein de choses. Et Bertrand, quand vous organisez des matchs dans ce lieu où jouent les autres troupes adultes Mmh. d'improvisation, est-ce que vous faites des matchs, des soirées matchs par exemple, avec une partie junior, une partie adulte? Oui, alors on a des jours, ce qu'on appelle les Super Saturday, par exemple, où on peut avoir, la ligue poussin à 13h, la ligue écolière à 15, les juniors, à 18 et la liga à 21h. Mhm. On va enchaîner plein de spectacles, comme ça avec plein de ligues différentes, ce qui permet aussi aux plus jeunes de voir un petit peu le travail des Bien plus sûr. anciens et donc il y a des côtés d'exemple et aussi alors, forcément ils sont pamoisons parfois, devant certains joueurs, mais c'est assez chou. Ça doit peut-être leur apporter aussi une motivation supplémentaire que de jouer dans un spectacle organisé avec plusieurs matchs, des adultes, des juniors. Oui, complètement et puis, en fait, c'est assez intéressant que tu parles de ça parce qu'on est, nous aussi au sein de l'Avli, on fait un petit peu on est en train de faire un petit podcast ces temps où on fait parler nos anciens de l'association qui ont commencé comme écoliers et tous nous racontent ça, nous racontent que, les souvenirs qu'ils ont d'avoir vu un joueur faire Mhm. ci ou faire ça, que ça leur a donné envie, que ça leur a donné envie de s'accrocher et même parfois de partir dans les carrières professionnelles donc oui, oui, je pense que c'est la force de cette association de pouvoir mélanger plein d'âges, justement. Et ben, vous parlez de mélange, justement, mélange entre enfance et adulte. Ça me permet de faire une transition par rapport à notre jeu, le jeu que je vous présente dès à présent, le jeu des métiers imaginaires. Alors, pour réexpliquer le Ouh! principe à nos auditeurs, c'est un jeu auquel ils sont très friands. Pas mal d'auditeurs aiment ce jeu. Le principe, il est très simple. On va donner à la personne de notre choix un métier qu'on invente de toutes pièces en direct. Et le principe de la personne désignée, bah, il va devoir expliquer qu'est-ce ce métier. Voilà, qu'est-ce que ça apporte, comment on y accède, est-ce que c'est bien payé, qu'est-ce qu'on y gagne, et cetera, et cetera. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais, je dois m'en Mhm. sortir avec le nom des diplômes français, moi. Ça va être très compliqué. Genre BT, machin, je sais pas quoi, là. Je vais vous le faire à la Suisse, ça ira très bien. Mais oui, tu vas voir. Tout va bien se passer. Et bah, je peux commencer si je peux être impoli? C'est Heu parti. et ben, je vais demander à Bertrand. Bertrand, Oui. tu es concepteur de, tu es concepteur je vais galérer là-dessus. Jusque-là, tout va bien. Concepteur, Pour ça l'instant, va. ça tu es concepteur, non, je vais arrêter parce que je crois que ça va être trop dur, concepteur. Tu es concepteur de concepteurs. Concepteur Concepteur de de concepteur, concepteur. ouais, c'est un Et b concept, tu es concepteur, eh bah, génial! Tu es concepteur de concepteur. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe de ton métier? Mais bien sûr, concepteur de concepteur. Faut savoir que c'est une formation de 4 ans, hein, 2 années de théorie, 2 années de stage, important, stage pratique et l'idée est simple, quand vous êtes concepteur de concepteur, c'est que vous êtes dans un bureau et vous montez pièce par pièce les futurs influenceurs de demain. Voilà. Donc vous mettez un petit peu de buzz, un petit peu de polémique, 2-3 expressions et puis à la fin, vous arrivez à des youtubeurs et c'est super. C'est Génial. Eh bah, Bertrand, je te propose de demander le métier imaginaire à la personne de ton choix. Ah, je dois en inventer un là maintenant comme ça, de métier? Ouais, OK, à la personne de mon choix. Bah, je vais aller vers Olivier, on va aller dans tu es prêt Olivier? On va Je suis dire prêt. Olivier, ton métier est, heu, dresseur de fleurets. Mhm. Oui, tout à fait. Alors le fleuret, le fleuret comme tout le monde le sait, c'est un parfum en fait, qui est utilisé en boucherie pour rendre, la viande plus goûteuse et donc en fait, eh bien, c'est une branche, qui s'apprend quand on est boucher et qui permet donc, de battre la viande en vaporisant ce fleuret et de ce fait d'intégrer le parfum dans la viande.
Et donc, on appelle ça dresseur, hein, c'est comme dresser une table, en fait, parce que la viande doit être belle, rouge et regorgée de ce parfum, en fait. Voilà. C'est un art, si vous voulez, c'est un art parce qu'il faut vraiment, j'allais dire flatuler la viande, hein, parce qu'on on la flatte, si vous voulez, avec les mains, et voilà, comme ça, on répand le parfum un peu partout. Génial. Magnifique. Voilà. Et donc, je vais m'adresser à Sam. Yes. Donc, Sam, tu es répétiteur de capsules, je crois. Oui, exactement, c'est mon métier. Alors, c'est une semaine très organisée. Le lundi, je demande aux capsules de venir devant moi et de se mettre de la plus petite à la plus grande. Parce qu'en fait, il faut savoir que les capsules n'ont pas toutes la même taille. Et donc le mardi, j'essaie de les égaliser. Donc ben, celles qui sont un peu trop petites, ben, je leur demande de faire des efforts pour grandir. Puis celles qui sont un peu trop grandes, ben, je leur demande de se tasser un peu. Et ça dure jusqu'au jeudi, parce qu'il leur faut un certain temps aux capsules quand même pour s'adapter. Et le jeudi, c'est la mise en boîte. Donc elles vont chacune dans leur petite boîte. Et bah, c'est en fonction des couleurs, hein, elles savent, en fonction des couleurs, des goûts. Parce que c'est principalement des capsules de café pour moi. Je ne sais pas si ta question était Ah par oui. rapport à ça. Et c'est ma spécialité en tout cas. Ouais. Et donc, ben, une fois qu'elles sont mises dans les petites boîtes, ben, j'ai plus qu'à fermer le carton et arrive le samedi, le jour de la livraison. Ouais, super. Ouais. De très belle routine. Ah oui, voilà. Et ça recommence la semaine d'après. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça, la routine qui permet d'expliquer le métier. C'est la première fois qu'on le fait dans l'émission. Ça apporte quelque Ouais, chose. il faut un tout, hein. Il faut un tout. Bah oui, c'est ça. C'est le renouveau, tu as dit, Arthur. Arthur, Mm. j'ai appris récemment que tu étais sélectionneur d'arbres. Oui, tout à fait. Alors, en fait, mon métier, il a plusieurs utilités. D'abord, si j'ai envie d'apporter une petite touche saisonnière, on arrive dans la période des allergies et il est important pour moi, justement, de sélectionner les arbres qui vont être pénibles. Voilà, moi, mon rôle n'est pas d'être gentil, mon rôle est de respecter la nature. Donc, évidemment, il y a certains arbres qui doivent sortir, qui doivent certes énerver les gens, mais qui sont essentiels en fait pour la reproduction. Donc, mon rôle, c'est de bien sélectionner les arbres à graminées qui vont être très contraignants pour les personnes qui vont voilà, prendre d'ici jusqu'à juin, hein, qui vont avoir beaucoup d'allergies, les yeux rouges, etc. Je ne te Je remercie sais que pas. c'est contraignant, je sais bien. Mais c'est un rôle en tout cas important là, pour la sélection naturelle aussi, évidemment, parce qu'il y a certains arbres plus résistants que d'autres. Alors voilà, moi, mon rôle, c'est justement de permettre aux arbres les plus résistants de pouvoir voilà, s'émanciper et de pouvoir vivre leur vie d'arbre sereinement. Et voilà, tandis que les arbres les plus faibles, voilà, essayer soit de trouver une solution voilà, de repli. Voilà, on leur propose des reconversions en feuilles à papier, en crayon, voilà, des reconversions professionnelles. Et sinon, si vraiment il n'y a pas de possibilité, alors là, voilà, on les abat et ils finissent en feu de cheminée. C'est triste, ça arrive, mais c'est ainsi. En tout cas, voilà, mon rôle, c'est d'avoir vraiment un rôle d'accompagnement des arbres et de pouvoir les permettre d'être là au bon moment, au bon endroit, avec la bonne utilité. Mmh. Et donc, en matière d'allergie, si je comprends bien, ton travail, c'est du boulot. Exactement. Eh bien, merci beaucoup à vous trois pour ce. Oui. Ah, tu veux qu'on fasse d'autres jeux de mots? OK, je sais pas, c'est important de briser les chaînes, un truc comme ça? C'est ça? Oh, 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 joli. Être ou ne pas être? On a parlé juste avant des concepts, en tout cas des grandes lignes de l'impro scolaire, mais je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail avec déjà pour commencer votre histoire avec l'improvisation scolaire. Bertrand, ça fait combien de temps que tu enseignes de l'improvisation en milieu scolaire? Ouh là, ça fait, attends, ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans, ouais, que je fais ça. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, moi, j'avais moi-même commencé en tant qu'écolier, là-bas et puis j'ai remplacé le prof qui est parti à la retraite. Du coup, au final, j'aurais fait, maintenant ça fait 22 ans que je fais de la présence effective, là-bas presque. C'est beau, hein? C'est Incroyable. Ouais, donc en 22 ans, j'imagine que tu as rendu voir pas mal de générations. Oui, C'est oui, oui, bien sûr. ça marque, j'imagine évidemment de voir l'évolution des écoliers, surtout que tu les as sur plusieurs années. Je pense que c'est la chose que je préfère en tant que formateur d'improvisation.
c'est de voir l'invisible en fait. Parce que, Mhm. évidemment, vu de l'extérieur, parfois les prestations sont pas dingues. Il faut dire, c'est vrai que parfois les matchs écoliers, c'est pas dingue, hein. Enfin, ça construit pas beaucoup, ça écoute pas, ça fait n'importe quoi. On peut se dire, enfin voilà. Mais nous, ce qui est magnifique en tant que formateur, c'est qu'on a le chemin. On voit d'où les enfants Mhm. viennent et on les voit arriver à des endroits où on pensait pas du tout qu'ils iraient. Et cette petite victoire qui est du coup très personnelle, ben, ça, je pense que c'est vraiment la meilleure chose dans ce métier. Samuel, j'ai envie de te poser la même question. Ça fait combien de temps que tu fais de l'improvisation avec tes élèves? Alors, moi, beaucoup moins longtemps parce que j'ai mis beaucoup de temps avant de lancer de l'impro dans ma classe. En fait, au départ, on écrivait des pièces de théâtre ben voilà, pour les présenter à la fin parce que ça nous permettait d'avoir le bon nombre de comédiens, ça nous permettait d'avoir un produit fini. Et puis, ben, l'impro, c'était un peu ma partie à moi et j'avais pas forcément envie, alors j'ai pas envie de dire de la salir, mais je me disais, pourquoi, est-ce que je vais être capable d'amener quelque chose en un an pour faire quelque chose d'intéressant? Et ça me turlupinait vachement et du coup, je voulais pas, je me lançais pas. Et puis après, en me lançant en fait dans les ateliers, c'est tellement riche avec sa classe et ça amène tellement de choses que je me suis dit, mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Parce que voilà, on parle du résultat. J'aime bien le terme que tu utilises, Bertrand, la notion de chemin. Elle est incroyable en impro Mhm. euh, parce que vraiment, ça réveille des choses chez les enfants, la progression, la qualité d'écoute. On est en train de valoriser des humains et le résultat qu'on aura à long terme, Bertrand, lui, il les voit, je pense qu'il a des retours au bout de 16 ans, mais on le sait, même si on n'a pas encore les marques effectives. Et puis, je sais que certains y travaillent, je fais à chaque fois de la pub pour Mathieu Incelin qui met beaucoup d'énergie à démontrer ce qu'apporte l'impro à tout le monde. Et il y a un vrai apport, et ça, c'est vraiment chouette. Oui, c'est vrai que des fois, on a des retours quand ils ont leur diplôme à la fin. Ils viennent nous trouver, ils nous expliquent que voilà, ça a débloqué certaines choses dont on ne se doutait pas. Hmm, Moi, je reste partisan qu'on donne des outils, puis que c'est surtout les enfants qui se développent bien avec ça, sûr. au final. Et qu'au final, voilà, ils ne nous doivent pas grand-chose. Mais Tout à fait c'est vrai que d'accord. c'est des jolies histoires. Ça, c'est sûr. Et c'est surtout, c'est très différent selon chacun. À quelqu'un qui est à l'aise, bah justement, tu vas lui amener l'écoute. À quelqu'un qui est timide, ben, tu vas lui montrer la confiance. À quelqu'un ouais, qui est qui est en difficulté avec ses émotions, bah, tu vas lui faire travailler ça. Et Mhm. pourtant, tu le fais travailler pour tout le monde. T'es pas forcément en train de te dire, je vais développer ça chez lui, etc. Comme tu dis si bien, Bertrand, c'est eux qui se le développent eux-mêmes. Oui, oui. Euh, mais c'est tellement beau à voir, quoi, de se dire, et eux le disent, quoi, eux le ressentent clairement. Oui, et Rien, puis quoi, ouais. il y a cette espèce de progression d'improvisateur qui est quand même très particulière, où tout d'un coup, des choses se débloquent de manière Mm, complètement incompréhensible, en fait, à des moments inattendus. mm, Et moi, je trouve ça magique, c'est que on sait, parce qu'on a un peu d'expérience là-dedans, donc on sait quel joueur va pouvoir aller où environ, mais on sait jamais quand. Et quand mm, ça arrive, j'adore cet effet de surprise, ça crée même parfois chez le joueur lui-même qui fait: «Waouh, mais en fait, je suis capable mm, de faire ça». C'est un truc de fou. Et ça, c'est des moments, mais c'est alors effectivement, pour le public, ben, c'est imperceptible, hein, parce qu'ils en savent rien. Mais pour nous, je pense que ça donne tellement de sens à ce métier, c'est juste mm. magnifique. Et c'est pour ça que je te rejoins aussi sur le fait de pas jouer que des formats match en spectacle final. Toi, tu disais que tu t'explorais le format long, etc. Moi, je sais Mmh. que en cours d'année, j'essaye d'inviter les parents à des ateliers justement pour montrer le travail de préparation, qu'ils comprennent comment on fait pour en arriver là. Qu'est-ce qu'on fait exactement dans des ateliers et au final, en fait, ces ateliers, ce sont des choses qui se regardent très bien parce que c'est l'âme de l'impro qui découvre tout simplement. Mmh. Ouais, c'est une super idée. Des espèces de portes ouvertes, c'est ça? Oui, pardon, on Oui, c'est cause, ça. pardon Arthur, on On discute. assiste à une discussion entre vous, c'est Mais on se magnifique, le climat rencontre, on s'installe. prend des infos, c'est ça? C'est dingue, mais il faut le préciser que vous vous nous êtes absolument pas rencontrés avant et Ah non, non, que non, c'est la première fois que vous parlez ensemble. complètement. C'est
preuve ultime que l'impro, voilà, est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu d'échange, et qu'on peut tous se retrouver autour d'une même enseigne, à savoir le partage, l'écoute. J'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez, voilà, par rapport à ce que ça apportait aux enfants. Je pense que c'est important d'insister là-dessus. Qu'est-ce que vous faites comme retour en général, Bertrand? Tu parlais justement de ceux qui arrivaient avec leur diplôme. Qu'est-ce qu'on te dit, la première chose qu'on te dit, Alors, qu'est-ce d'un que... point de vue technique, nous, ce qu'on a dans ce qui s'appelle le plan d'études roman, donc qui est un petit peu la chose qui centralise toutes les compétences à acquérir pour les enfants sur leur parcours scolaire, on parle de compétences transversales. Ça veut dire tout ce qui n'est pas lié à une didactique, mais qui fait partie de tout quand même. Hmm, Donc ça peut être à la fois effectivement l'écoute de l'autre, l'expression, l'oralité, ça c'est évident, mais aussi hmm, la confiance dans ses apprentissages, la confiance dans son travail, le fait de... L'improvisation, c'est un des seuls endroits à l'école où on observe très clairement une progression sur soi-même. Parce que hmm, quand vous apprenez à écrire, petit à petit, au fur et à mesure, vous ne vous rendez pas compte que vous progressez. Par contre, quand vous faites un spectacle puis un autre, et vous voyez vraiment la différence entre ces deux spectacles, ça peut vous donner une magnifique image de vous-même. Donc là-dedans, on aurait vraiment ces compétences-là. Et puis, on a quand même tout ce qui est le travail autour du vivre ensemble, qui est hyper hmm. important, qui fait partie aussi de ces compétences transversales. Et ben, l'impro, c'est un truc d'équipe, c'est un truc où au final tout le monde est ensemble, est au même niveau, il n'y a pas de hiérarchie, et tout le monde doit jouer les uns avec les autres pour faire le meilleur spectacle possible. Donc ça, c'est évidemment, ça se travaille énormément, et puis c'est très mis en avant en tout cas dans le canton de Vaud. Hmm. Samuel, justement, bah, par rapport à ça, est-ce que tu peux, parce que justement on fait le parallèle de ce que l'école n'apporte pas et ce que l'impro peut apporter, est-ce que toi, en tant qu'instituteur, tu peux apporter une forme de dualité? Est-ce que tu as remarqué que certains cours d'impro, ça les faisait progresser sur d'autres points dans l'école, par exemple? Est-ce qu'on peut faire une dualité sur ce niveau-là, ou c'est vraiment l'impro qui leur apporte des choses qu'ils n'ont pas à l'école? Ah bah, clairement, moi j'utilise les deux. En fait, je me sers de l'impro limite au quotidien dans ma classe parce que c'est tellement plus facile de si tu travailles par exemple sur de la production d'écrit, si tu as envie de jouer la scène à un moment, mais il n'y a pas forcément besoin de faire des ateliers d'impro pour ça. Il y a certains enseignants qui le font naturellement. Le fait de le faire en impro, ça rend les choses plus faciles. Donc, ils ont cette habitude-là et ils peuvent passer très rapidement de OK, on est sur une situation, tiens, si on la jouait, qu'est-ce que ça change? Je rejoins tout à fait aussi Bertrand sur le vivre ensemble. Des trucs tout bêtes. Nous, on fait des interateliers des fois avec les élèves de CE2. La récréation d'après, alors ça c'était avant le Covid, mais la récréation Ouais, d'après, ils jouent ensemble pour bah la ouais. première fois, alors que jamais avant ils avaient joué ensemble. Donc ça crée des liens énormes. Et puis moi, je vais rajouter quelque chose aussi qui est particulier à l'impro et puis qui est super important à l'école, c'est le droit à l'erreur. Et en Mhm, fait, c'est vrai. en impro, ben, il est énormément utilisé. Se tromper, c'est pas grave. Alors, il suffit pas de le dire, hein, il faut vraiment le vivre. Il y a plein d'exercices d'échauffement où ah tu te trompes, tu cours, ah tu te trompes, ça rigole, ah t'arrives pas à faire ça, mais c'est pas grave en fait. Et ça leur sert énormément dans la vie dans leur vie d'écolier parce que ben face à un échec, eh ben, c'est pas grave. On va peut-être pas y arriver du premier coup. Et ça, moi, en tout cas, ce sont des choses que j'essaie de faire passer et j'essaie de faire comprendre. Et j'essaie de faire vivre surtout. Hmm. Mais c'est vrai Et qu'on puis après, avait... oui, Excuse-moi, pardon. pardon. Non, oui, Non, je je dis... rebondissais juste encore. Excuse-moi, Bertrand, ça fait 2 fois que je te Vas-y, coupe. finis, Sam, Ouais, finis. je finis Je juste parlerai par après. rapport à des notions très particulières. Par exemple, en histoire, l'histoire, c'est assez flou pour eux. Par contre, quand tu vas te mettre à... je sais que quand on fait des spectacles de fin d'année, moi, j'avais essayé d'inventer des catégories où on se sert des savoirs scolaires. Et par exemple, en histoire, on avait inventé la catégorie personnages historiques. Le but du jeu, c'est qu'on avait bossé avant sur les personnages historiques et puis, ben, eux avaient un personnage historique à jouer, mais qui se retrouvait pas dans la bonne période. Par exemple, on avait Louis XIV qui allait se retrouver, je sais pas, à la préhistoire ou au temps de l'Antiquité. Et du coup, ils devaient énormément utiliser des connaissances qu'ils avaient ou pas, et en tout cas qu'ils développaient au fur et à mesure. Et pour l'occasion, ça rendait l'histoire vachement concrète pour eux parce que ben ils la vivaient. Donc s'ils se plantaient, ben c'est pas grave, c'était rigolo. Puis on précisait. Mhm. Ou Louis XVI chez les coupeurs de tête. Ça peut être rigolo.
Bertrand, tu voulais ajouter quelque chose avant Oui, d'être coupé? c'est que qu'est-ce que je voulais ah oui, c'est ça. C'est on a fait en fait, on a la chance d'avoir pas mal d'improvisateurs qui sont devenus profs, en tout Mhm. cas autour de moi et on a quand même beaucoup de gens qui font des mémoires, Mhm. pédagogiques sur l'improvisation et plein de fois, ça a été observé et ça c'est vraiment mais scientifiquement prouvé qu'un enseignant, en fait, fait une trentaine de mouvements d'improvisateur lors d'un de ses cours. Mhm. Et donc, ça nous a aussi permis de faire entrer les impros dans les écoles, aussi pour les enseignants. En ce sens de dire que c'est un vrai outil d'enseignement Mais bien sûr. que vous pratiquez sans vous en rendre compte la plupart du temps, mais vous faites des choix constants. Et en fait, être improvisateur, c'est faire des choix au final. Donc, Mhm. en avoir la conscience, savoir jouer avec ça, ça nous a permis de mettre en place des formations continues autour de ça. Et c'était intéressant aussi. Ouais, super. C'est une super idée. Clairement, il faut vraiment développer la formation des enseignants à l'improvisation théâtrale parce que au quotidien dans leur métier, c'est quelque chose qui va leur apporter énormément Mhm. dans le rapport aux autres, dans la stature, dans la voix, etc. Je sais que moi j'ai un copain qui essaie de développer ça un peu sur Belfort. Bah tiens, avec Émilie Noireau aussi que tu avais reçu sur un autre Ah, podcast, de la Arthur. chips, Ouais. ouais, qu'on embrasse. Donc voilà, et ben, eux font des formations pour les enseignants en utilisant l'impro, et c'est un super outil. Merci beaucoup pour ce temps d'échange. Vraiment, c'était passionnant de vous avoir. Je vous ai pas trop intervenir parce que vraiment, c'était intéressant de vous voir échanger autour de ça. Surtout, vous êtes des professionnels, vous savez de quoi on parle. Je pense qu'on en a besoin de professionnels qui savent de quoi on parle. Tu es Hein, gentil. je pense que c'est important en ce moment. Je vous propose de passer à notre deuxième petit jeu, le questionnaire d'un Proust. Alors, on y a joué la semaine dernière, mais pour ceux qui débarqueraient sur le podcast, le principe, c'est de mélanger le questionnaire de Proust, à la manière du portrait chinois, à un questionnaire d'impro. Donc, je vais poser à nos invités des questions sur notamment s'ils étaient une catégorie, s'ils étaient une faute, ainsi de suite. Et voilà, le but, c'est de se prêter au jeu pour pouvoir en savoir un peu plus sur eux. Est-ce que c'est clair pour vous? Bien sûr. C'est limpide. Eh ben, je vais vous poser la première question. Si vous étiez une durée à l'improvisation, Sam, tu serais quelle durée? J'ai tellement mis en tant qu'arbitre des impros de 3 minutes 30 que Ah, la fameuse. la fameuse impro de 3 minutes 30 pour me maudire moi-même, je me mettrais une 3 minutes 30. Et pour toi, Bertrand? Ah, moi, l'excitation de la 12 minutes. 12 minutes? Ouais, tu sais, tu 12 minutes et tout le monde fait un peu: «Oh, waouh, comment ils vont faire?» Et puis, en fait, c'est vachement plus Mais simple bien parce que tu as le sûr. temps de poser, d'installer et tout ça. Mais tu sais, 12 minutes, on va faire un peu: «OK, 12, trop bien». Voilà. Et toi, Olive? Ah, je vais faire 3 minutes 30 également. Parce que 3 minutes, c'est toujours trop court et 4 minutes, on sait plus quoi dire. C'est pour ça qu'il y a tout le temps cette Mais durée, OK. oui, On a enfin compris. Mais c'est ça, oui. C'était une question de ligne, en fait, mais c'est oui. juste ça. Deuxième question, si vous étiez une catégorie à l'improvisation, Sam, tu serais quoi? Eh bien, pour rester dans le scolaire, je prendrais la catégorie à la manière de La Fontaine. Parce que je Mmh. trouve que on retrouve un peu tous les éléments. En tout cas, moi, je sais que j'aime bien la faire travailler avec mes élèves parce qu'on a une belle structure narrative, on peut incarner des beaux personnages. Et puis, si on veut aller chercher un peu plus loin, on peut travailler la rime et puis le nombre de pieds. Donc, il y a vraiment du boulot derrière. Bertrand, si tu étais une catégorie, ça serait quoi? Alors, pour être dans le scolaire aussi, moi, je vais prendre la variation littéraire. Mhm. J'adore ça et je trouve ça magnifique de les faire, voilà, adapter ce qu'on vient de faire dans un nouvel univers. Mhm. Je trouve que c'est une source de jeu et d'inventivité qui est tellement bien. Donc voilà. Peut-être juste préciser aux auditeurs, moi personnellement, je connais pas du tout la variation littéraire. Est-ce que tu pourrais expliquer, Ah, ceux mais qui en gros, connaîtraient pas la catégorie? tu vas jouer une scène, libre, sans contrainte, puis tu vas la rejouer, à la manière de Molière, tu vas la rejouer à la manière de Zola, tu vas la rejouer à la manière, je sais pas, de Rabelais, enfin ou de tout n'importe quel auteur, ça peut être des auteurs de cinéma aussi. Juste où tu vas varier en fait, l'esthétique autour de ça, mais en gardant, le même nœud narratif. D'accord, ça marche. Et toi, Olivier?
Si tu étais une catégorie, ça serait quoi? Je vais choisir la Sergio Leone parce qu'en fait, c'est une catégorie qu'on a créée à Besançon et que c'est chouette en fait de créer une nouvelle catégorie qu'on travaille ensemble dans laquelle on a intégré de la musique et on joue avec la musique et avec tous les aspects de ce que peut être une Sergio Leone. C'est Mhm. peu de paroles, un scénario simple, un rebondissement, une ou deux phrases de type un peu punchline. Et puis voilà. Mais il y a vraiment une grosse motivation autour du fait de travailler ça ensemble. Faites des petits zooms sur les On yeux, les des trucs fait, comme on ça, les fait. OK? On fait Hmm. des Ah zooms ouais, sur c'est la goutte de sueur qui perle du front. ah! Ouais, tout à fait. Magnifique. Et dernière petite question, si vous étiez une faute à l'improvisation, ce serait laquelle? Peut-être juste l'expliquer aussi, Mhm. pour ceux qui ne connaîtraient pas. Samuel, si tu étais une faute, ce serait laquelle? Eh bien, je serais une catégorie non respectée parce que parce que souvent, moi, si je joue, bah, je vais avoir tendance à jouer avec les limites ou à ne pas connaître les limites parce que ce qui m'intéresse, c'est en improvisation, c'est de jouer avec de jouer avec l'autre surtout. Et en fait, quand il y a trop de cadres, ça me gêne ou en tout cas, j'ai besoin d'exploiter autre chose. Et je serais bien embêté par la catégorie de Bertrand parce que moi, j'ai une culture littéraire assez pauvre, donc entre Rabelais, Victor Hugo et je pense que je serais passé complètement à côté. Mais tu sais, alors, c'est toujours la même chose, hein, faire croire qu'on sait, c'est pas le principe de l'improvisateur, hein. Bertrand, Mais si moi, je toi trouve t'étais une... Pardon. oui, il y en a 2 en fait. Mais je trouve que la sortie de catégorie, nous, on appelle ça hors thème, hors Mhm, catégorie. Je trouve que cette faute, depuis qu'il y a la VAR au foot, elle a eu beaucoup de mal, parce que c'est le même signe que l'arbitrage et tout mhm. ça. Donc je trouve ça nul depuis depuis qu'il y a la VAR. Voilà. Je pense qu'ils nous ont volé un geste, voilà, au foot. Mais bref, moi pour moi, bah, la faute la plus drôle, enfin dans le sens en tant qu'arbitre, c'est vraiment la faute de cabotinage, je trouve. Rien que dans la gestuelle, le fait de faire un pied de nez au joueur, je trouve qu'il y a une inversion des rôles entre l'arbitre et le joueur. Et souvent, s'il y a cabotinage, c'est qu'il y a quand même eu un talent derrière, d'avoir été touché la limite, Mhm. d'avoir réussi en maîtrisant à en sortir. Et voilà, et ça fait partie du jeu. Et je trouve qu'il y a, dans le geste, en tout cas, dans ce qu'elle symbolise, et je trouve ça vraiment drôle comme faute, cabotinage. Après, le but, c'est qu'il n'y en ait pas trop, on est d'accord, hein. Le- tu fais juste pour la photo de l'arbitre, toi, en fait. Mais oui, non, non, mais en plus, c'est vraiment le seul moment où l'arbitre, tu sais, devient en disant, en fait, non, je te fais un pied de nez. Donc, tu as fait un pied de nez au spectacle, et non, je reprends le contrôle du spectacle. Et je trouve ça magnifique. Et toi, Olive, pour finir, si t'étais une faute, ce serait laquelle? Alors moi, je vais prendre la rudesse excessive et par rapport à ce que Oula. tu viens de dire, Bertrand, sur le rôle de l'arbitre, je trouve que c'est vraiment une faute où l'arbitre peut s'en donner à cœur joie, pour jouer son personnage d'arbitre, qui est vraiment un personnage de plus dans un spectacle d'improvisation. Et Arthur et moi, nous sommes arbitres et ça nous permet de mettre des choses très drôles en jouant. Alors Arthur, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je joue un rôle d'arbitre toujours un peu rétrograde, troisième République, qui se moque donc des femmes qui sont censées être derrière leur fourneau, ou des véganes, ou on peut se moquer de tout, quoi, en fait, des Italiens, des Portugais ou des Espagnols. Mm. Voilà, on joue sur tous les clichés, et je trouve que Ok, la faute c'est de rudesse, marrant ça. ouais, la faute de rudesse excessive permet de tout inventer, quoi, en fait, hein, tu vois. Par exemple, un joueur dit viens mamie, nous allons aller lire des livres sous les arbres. Rudesse excessive, vous mettez une femme en difficulté en lui proposant de lire des livres. Voilà, ce n'est Mon qu'un tout Dieu. petit exemple. Mais ça fait Non, mais c'est beaucoup rire marrant le parce public. que c'est marrant parce que, alors nous, tu vois, typiquement à Lausanne depuis 5 ans, on a une vraie réflexion autour de ça. Et en fait, on est en train d'enlever tout ça Hmm, de nos Mm. Oui. spectacles. Tout ce qui est oppression, tout ce qui est cliché, parce que on trouve que ça fait pas partie en fait de ce qu'on veut montrer hmm. comme image. Et donc c'est assez intéressant que voilà, qu'il y a deux différentes Oui, écoles, mais différentes ça, manières de Mm. je faire. pense qu'on vous devrait refaire une émission sur ce sujet-là, qui est un sujet qui m'inquiète un petit peu parce que j'ai peur que euh, les, mmh, les symptômes de la société finissent par ne plus nous laisser le champ libre pour pouvoir
pratiquer tout l'humour qu'on souhaiterait en improvisation. Alors je comprends ce que vous dites hein, dans le cadre, mais c'est aussi un véritable plus, je trouve, de pouvoir se moquer de tout en improvisation et de se dire que ça, on pourrait pas le faire ailleurs. On pourrait Ouais, plus le faire Oui, aujourd'hui. moi, je suis plutôt d'accord avec oui, Bertrand aussi. Pour moi, l'arbitre mais est garant du cadre et donc plutôt, il est plutôt, c'est un personnage assez, quoi, c'est son rôle en fait. Il a pas à avoir quoi. Quoi, moi, en tant qu'arbitre, je veux pas avoir un personnage fort qui passe au-delà du jeu. Et le jeu, c'est le jeu. Et après, voilà, l'arbitre pour moi n'a pas à en rajouter. J'aimerais juste rebondir sur ce que vous êtes en train de dire pour 2 choses. La première, c'est que ça fait un certain temps, que je voulais en parler, j'ai pas eu forcément l'occasion, mais il y a une page Instagram et Facebook qui vient d'ouvrir. Ça s'appelle Paye ton impro. Mhm. oui, oui, oui. C'est super important ce genre de page qui existe, voilà, de parler de ce que peuvent vivre, Et c'est les femmes, mais il y a édifiant, aussi c'est les édifiant ce qu'il y a dessus. Mhm. Ah bon? c'est hallucinant. Ouais, 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 ouais. c'est fou. Tu lis des témoignages, tu te dis: «Mais comment ça peut arriver dans une patinoire?» Donc déjà, dans un premier temps, il y a cette page-là qui existe. Vous pouvez témoigner dessus aussi pour, je ne sais pas s'il y a des auditrices ou des auditeurs même qui nous écoutent. Il y a cette page-là qui existe pour relayer. C'est très important, je pense, d'en parler. Et dans un deuxième temps, par rapport à moi, la réflexion d'arbitre, pour résumer le tout, par rapport à moi, ma réflexion d'arbitre, j'ai eu l'occasion d'en faire une fois. Et du coup, le personnage que j'ai fait, c'est normal. J'avais vu surtout mon prof, évidemment, François Villès, que j'embrasse. J'étais évidemment calqué sur lui. Et je pense que c'était la bonne solution dans un premier temps, quand tu n'as pas forcément une idée claire de ce que tu veux faire. Voilà, je pense que c'était pour moi ce qui se rapprochait le plus de ce que j'avais en première idée. Mais maintenant, tu vois que ce qui se passe justement autour de la société, je pense que c'est pas incompatible d'à la fois de mettre quand même des limites, de dire ok stop, là c'est quand même un peu, là c'est quand même un peu sexiste, là c'est quand même raciste, mais je pense que tu peux te moquer différemment et plus intelligemment que simplement dire ah là là vous êtes une femme, vous ne pouvez pas. Même si c'est du second degré, je pense que malgré tout tu peux l'amener autrement. La dérision, et c'est Olivier, c'est important, je pense que tu es en train de dire sur l'autodérision qu'on peut avoir sur nous-mêmes et sur la société, je pense qu'on peut l'amener autrement. Et moi, je pense, en tout cas, mon personnage en tant qu'arbitre, il fera ressortir, voilà, l'absurdité même du personnage. Voilà, par exemple, sur ce que tu disais sur le cabotinage, l'inversion des rôles, etc. Moi, je pense que ça peut faire ressortir quand même l'absurdité de la société et ses travers. Mais je pense que, ouais, il y a des trucs comme ce que tu disais, Olivier. Je pense que c'est voué à disparaître malgré tout, parce que c'est. Alors Mais je rejoins. je serai le dernier. Non, mais c'est vrai, mais voilà, enfin, c'est un débat beaucoup plus large, Mhm. évidemment, mais c'est vrai que nous, en gros, on a fait un choix d'une ligne artistique où on ne veut pas que des gens dans le public pardon, puissent subir des oppressions. Euh, Souvent, effectivement, c'est pas voulu, mais en fait, quand vous faites, que vous faites un accent cliché ou un truc comme ça, en fait, vous ramenez des gens à des clichés, à une réalité qu'ils vivent au quotidien et qui est sûrement pas sympa. Et donc, on s'est dit qu'effectivement, on pouvait élever l'impro au-dessus de ça et puis être très drôle, être très sincère, faire rêver, faire Mhm. marcher en utilisant d'autres artifices. Clairement, pour faire le lien aussi avec ce dont on parle depuis le début par rapport au scolaire, je pense que Oui, on a oui, oui, cette c'est sûr. vision aussi à défendre, ben voilà, cette notion d'égalité, etc., cette humanité qui est très importante et qu'on doit absolument véhiculer en scolaire. Et peut-être que aussi ça peut peut-être être une déformation, mais en tout cas, moi je pense que c'est une déformation plutôt positive. Oui, je plus sois tout ce que tu dis. Hmm. En tout cas, voilà, une ouverture sur le sujet qui est faite. Je me renseignerai et je pense que c'est important d'en parler dans ce podcast. Il y a un podcast autour de ça qui est sorti dans le catering. On en parle beaucoup, mais il y a une émission d'1h30 qui est sortie là-dessus avec voilà, ce que pouvaient subir différentes improvisatrices. Voilà, ça parle de ce sujet-là et je pense que c'est important que ça monte aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé, pas spécialement en France, parce que c'est un mouvement national, MeToo, et international, mais voilà, je pense que c'est une thématique intéressante, importante et qui mérite d'être abordée. Donc, je pense que ça a sa place, en tout cas, dans ce podcast Ah pour des oui, prochaines complètement. émissions, ça c'est sûr. Je vous
propose de faire la promotion d'un artiste, d'un commerçant, d'une personne voilà, dont vous voulez faire la promotion, c'est le moment, n'hésitez pas. Vous avez une petite minute, en tout cas, vous avez un peu de temps pour présenter. Samuel, est-ce que tu aimerais faire la promotion de quelqu'un ou d'un magasin, d'un commerçant ou de quelque chose? Oui, avec plaisir. Je vais vous parler de mes copains de Sous la Côte, qui est une ferme bio. Et en fait, si je vous en parle, c'est parce qu'il y a aussi un lien avec l'impro. C'est parce que non seulement ils font des super produits, mais en plus, ces coquins-là, ils nous organisent aussi des événements culturels, que ce soit des concerts, que ce soit des spectacles d'impro. Tiens, quelle surprise! Ils sont vraiment ouverts. C'est un super lieu perdu au milieu du Doubs, perdu au milieu de la forêt. Et donc c'est à Sous-la-Côte, à côté de Fontaine-les-Clerval, pour ceux qui ont envie de se plonger dans les cartes géographiques les plus profondes du Doubs. Et ben c'est un endroit Mon merveilleux. Dieu, c'est encore pire que GeoGuessr ici. Bertrand, toi, forcément, tu n'as pas la Oui, géographie du Doubs. Tu connais, je pense, d'autres d'autres commerçants peut-être plus locaux dans le canton de Vaud. Est-ce que tu as envie de faire la promotion? Je dis commerçant, mais ça peut être un artiste, évidemment. oui, je vais plutôt faire la promotion d'un artiste que tout le monde, où tout le monde peut aller vu qu'il est sur les plateformes d'écoute. Donc c'est quelqu'un qui s'appelle Albert Chinet, qui est quelqu'un qui est passé par l'AVLI, par tous les échelons, écolier, junior, Liga, et qui maintenant est musicien, chanteur, et c'est super bien ce qu'il fait. On trouve, il a un Insta albert.chinet, et sinon vous trouvez sur Spotify tout ce qu'il fait. Allez voir ses clips aussi, il y a toujours beaucoup de travail là-dessus, et c'est vraiment du son très sympa à entendre. Donc voilà, je fais de la pub pour Albert Chinet. Je le dis une troisième Ce fois. sera mis en lien dans la description, quoi qu'il arrive. T'en fais pas. Ah, magnifique, magnifique. Et puis, il a mis un truc comme quoi il avait pas assez de sous sur Spotify pour aller boire une bière en terrasse parce que les terrasses sont Ah, réouvertes depuis Ah oui, félicitations. c'est hier vrai. à Lausanne. Donc il faut aider Albert à aller boire un coup. Je lance un appel dans le doux. Voilà. Et Olivier, toi, ta recommandation, ça sera quoi? Ah ben, je vais vous proposer d'aller écouter la musique de Under All the Trees. Under All the Trees. Ils ont une page Facebook, ils doivent avoir d'autres entrées aussi sur les plateformes, donc je vous laisse chercher. C'est du post-rock, instrumental musique. Voilà, c'est un groupe bisontin dans lequel joue mon ami Vincent. Voilà, donc musique plutôt sympa à découvrir, notamment sur Facebook. Mhm. Eh ben, ma recommandation à moi, je l'ai déjà faite dans une émission précédemment, dans la troisième émission pour être précise, mais il y a eu des actualités par rapport à ce groupe. C'est un groupe bisontin. Wet Enough, j'en avais parlé. Ils ont sorti des versions live, des sessions d'enregistrement qui sont juste incroyables. Alors, pour réexpliquer, on est plutôt sur du groupe à la Deluxe, à la Jamiroquai, des sonorités super funk et super, super fraîches en termes d'écoute. Sympa. C'est incroyable avec le bassiste qu'on embrasse, qui est extraordinaire. En tout cas, voilà, des sonorités qui font vraiment du bien en termes d'écoute. Je parlais d'Emea il y a 2 semaines. Pareil, c'est des sonorités voilà, qui font voyager, qui sont super rafraîchissantes en termes d'écoute. Je vous invite à aller écouter sur YouTube, c'est incroyable et ça fait vraiment du bien aux oreilles. Wet Enough, tous les liens et les noms seront évidemment en description. On arrive sur la fin de l'émission. Oh, Merci beaucoup d'être venu. C'était un super moment d'échange, de partage, de réflexion autour de l'impro, de différents thèmes. C'était super enrichissant. Je vais vous laisser les derniers petits mots de la fin. Samuel, qu'est-ce que tu as envie de dire avant de terminer l'émission? eh ben, merci beaucoup. C'est effectivement, comme tu le dis, c'est toujours intéressant les échanges qu'il y a autour de l'impro. Puis c'est génial de voir un peu différents horizons, parce que l'impro c'est une grande famille, mais, mais répartie dans tous les endroits du monde. Et c'est très chouette. Ouais. Hmm. Bertrand, pour finir l'émission. Oh, pour finir carrément. Non, moi je trouve en fait dans ce temps un peu dur, on a dû tous se réinventer en tant que comédien, en tant qu'improvisateur. On peut plus faire de spectacle, donc on crée autre chose. Et je trouve que au moins la Covid aura fait apparaître Mhm. plein de podcasts et plein d'occasions aux gens de se rencontrer. Et moi, je trouve effectivement hyper riche ces rencontres-là. On voit qu'en fait, on est très différents, mais très pareils. Et que ce qui nous anime, c'est l'envie de transmettre, c'est l'envie de faire Mhm. jouer des autres, c'est l'envie de créer. Et puis,
Ça, c'est grâce à ce genre de choses. Donc, je te félicite aussi de faire des podcasts là-dessus, de permettre aux gens de s'exprimer et de partager autour de ça. Donc, Exactement, bravo ouais. pour ça. Merci beaucoup. Merci encore à vous deux d'être venus. Merci Olive d'être passé. Je Ouais. te dis à très vite. Les choses vont pas mal bouger. Je vous souhaite une très belle journée à vous trois. Je vous souhaite également à vous, auditeurs, une très belle journée. Et on se retrouve la semaine prochaine exceptionnellement pour une vidéo très spéciale. Ça va annoncer des sacrés trucs. Je vous embrasse. Ciao. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Vous avez pu l'entendre, on se retrouve la semaine prochaine à 17h sur YouTube. Voilà, exceptionnel, une vidéo qui va annoncer pas mal de choses. Je suis assez excité, j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour vous montrer ça. Et encore une fois, merci à toutes les personnes qui participent à ce projet. Alexandre et Guillaume pour le logo, Olivier et Aline qui donnent leur voix au générique, ma chérie qui écoute les épisodes avant vous et qui me fait des critiques. Il y a Jules Doré et Laurienne aussi qui m'ont aidé à faire ce choix du format lent. J'espère qu'il sera payant. Et puis voilà, merci à tous ceux qui me font des retours, qui partagent, qui soutiennent. Ça me fait chaud au cœur. Et en tout cas voilà, les choses vont changer. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain. Ça va être génial, je suis trop content. Et en tout cas, je vous embrasse. Passez une bonne semaine. Je vous embrasse. Ciao.